parlons à présent de cette allocution, peut-être pas particulièrement du colonel Assimi Goïta, mais de ses félicitations aux forces armées maliennes sur le territoire malien. Celui-ci s'est dit satisfait du travail des forces armées. Celui-ci également a mentionné ô combien ils avaient réussi à encadrer le retrait des forces étrangères de son territoire, mais également comment ils avaient réussi à peut-être pas à endiguer la crise, mais à contenir les terroristes depuis le départ de ces différentes forces, que l'on parle de Barkhane ou encore de la MINUSMA. Les forces armées maliennes ont tenu et ont gardé la tête haute face aux différentes attaques sur le territoire malien. On se souvient de ce dernier détachement militaire qui quittait le territoire malien en août 2022. Depuis 2022, un retrait également en fin 2023 de la MINUSMA. Les forces armées maliennes ont tenu ferme face à ces départs, alors que Dr Sango, des spécialistes français ou encore occidentaux sur des plateaux de télévision, auguraient tout simplement la mort, l'hécatombe du côté du Mali, après le retrait aussi bien de Barkhane que de la MINUSMA. Aujourd'hui, on constate même que les forces armées maliennes sont sur le point d'agir en symbiose avec les forces armées burkinabées et les forces armées nigériennes au sein de l'AES. Oui, Madame Cassandra, vous devez comprendre que la notion de chef d'armée en sciences politiques n'est pas une notion neutre, n'est pas un vain mot. C'est un mot qui s'accompagne d'un certain nombre d'attitudes comportementales, qui s'accompagne d'un certain nombre de droits, mais aussi de devoirs. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de présidents africains n'ont pas compris cela dans leur politique de gouvernementalité. Ils ont toujours pensé que lorsque vous êtes chef d'armée, il faut tout simplement utiliser cette expression comme un slogan. Or, c'est un mot qui est chargé de beaucoup de significations en termes symboliques. Aujourd'hui, vous vous rendez bel et bien compte que, ou du moins nous constatons que le président Assimi Goïta a compris cette réalité-là et il est en train d'incarner cette fonction-là avec beaucoup de maestria, où il félicite ses soldats, il donne de l'inspiration à ses soldats, il galvanise ses soldats face à cette difficile mission qui est la défense de l'intégrité territoriale du Mali aujourd'hui. Il faut prendre, n'est-ce pas, cette image-là pour la comparer avec certains présidents qui ont été déchus et qui se sont comportés comme si être chef d'armée était tout simplement faire du théâtre. On a vu comment Bazoum, lorsqu'il était président de la République, tournait en dérision ses soldats, tournait en dérision les combats de son armée, en démontrant du point de vue international que cette armée-là n'avait pas les moyens, que cette armée-là n'était pas résiliente, que cette armée-là n'était pas capable de faire face au phénomène du terrorisme qui caractérisait son pays. Or, il oubliait que le faire était n'est-ce pas, jeter en pâture son armée. Le faire était une façon, n'est-ce pas, de démissionner de ses fonctions en tant que chef d'État. Parce que lorsque vous dites de manière péremptoire et constatatoire que votre armée n'a pas des moyens, c'est une façon de dire au peuple souverain que vous dirigez que vous n'avez pas votre place à la tête de ce pays-là. Parce que s'il n'y a pas de moyens, c'est à vous qu'il incombe de trouver ces moyens-là. Si vous ne trouvez pas la solution, n'est-ce pas, l'équation de vous faire les moyens, de trouver les moyens à l'effet de renforcer votre armée, ça veut dire que vous n'avez pas votre place à la tête de cet État-là. C'est toute la nette différence que nous observons aujourd'hui avec Assimi Goïta. Lorsque Assimi Goïta a pris les rênes de ce processus de révolution qui est en train de se poursuivre aujourd'hui au Mali, on a vu comment la communauté internationale autoproclamée, en collaboration avec certaines organisations néocoloniales africaines, ont prédit la mort, ou du moins la montée en puissance du phénomène du terrorisme du côté du Mali.
mais cela a tout simplement montré la différence. On a vu tout simplement que une fois ces forces étrangères parties du sol du Mali, et le Mali s'est organisé autour de son armée. Le Mali a renforcé le matériel technique de son armée. Le Mali a fait appel à des nouveaux partenaires sincères au niveau international et cela a participé à consolider et à recouvrir l'intégrité territoriale du Mali qui était pourtant en danger avec la présence des forces militaires étrangères et françaises. Donc aujourd'hui, la leçon qu'on peut tirer de tout cela, c'est que un pays ne peut pas sous-traiter sa défense. C'est qu'un pays souverain ne peut pas mettre sa défense sous les mains d'une autre puissance. Voilà la première notion qu'on doit tirer de ce que Assimi Goïta est en train de faire aujourd'hui et du côté du Mali en collaboration avec ses deux homologues burkinabés et nigériens. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que le continent africain peut se défendre parce que ce qu'on présente aujourd'hui comme moyen, Madame Cassandra, c'est du substrat, c'est en quelque sorte, n'est-ce pas, une sorte de distraction. Je dis toujours, et je le démontre à suffisance dans mes travaux scientifiques, que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, si elle doit nécessiter, n'est-ce pas, un certain nombre de facteurs, un certain nombre d'éléments indispensables pour sa réussite, les moyens occupent une position secondaire. D'accord? On ne doit pas toujours présenter les moyens comme étant la panacée, comme étant l'élément suffisant pour lutter contre le terrorisme. Parce qu'on a vu que les moyens, sans la volonté, sans le volontarisme politique, ne sert à rien. Nous voyons aujourd'hui sur le plan international les alliés qui accompagnaient le Mali dans cette lutte contre le terrorisme. Ce ne sont pas n'importe quels alliés. Nous avons des pays comme les États-Unis, les pays comme la France, les pays occidentaux qui sont du point de vue, n'est-ce pas, de la lutte armée, nantis en termes du matériel armé sophistiqué. Mais comment est-ce que cela se passait sur le terrain? On constatait tout simplement que ce matériel-là était beaucoup plus instrumentalisé. Au lieu d'être mis au service du gouvernement, était plutôt orienté vers les djihadistes, les terroristes, pour mettre en difficulté les gouvernements. On voyait comment ces puissances occidentales utilisaient l'élément d'embargo d'armes contre ces puissances africaines. Au moment où l'État est confronté à une situation du terrorisme, ce que les puissances occidentales trouvent bien à faire, c'est de prendre des embargos contre ces États-là pour les asphyxier en termes de ravitaillement au niveau du matériel et au niveau du renseignement. Donc aujourd'hui que certains États ont compris cela, ou du moins sont en train de comprendre cela, il importe donc de prendre un nouveau paradigme qui vise à penser une sécurité totalement introvertie, totalement autonomiste, totalement souverainiste, qui n'a rien à voir avec les influences occidentales. On peut, n'est-ce pas, chercher les partenaires sur le plan international, mais pas céder totalement le contrôle de la défense ou la gestion de la défense à ce partenaire-là. Ce partenaire-là peut vous venir en aide, mais pas lui confier votre sécurité. Parce que lorsque vous confiez votre sécurité à un étranger, il a un pouvoir de vie ou de mort sur vous. À tout moment, il peut vous atteindre. Et ce qui est vrai pour la sécurité l'est également pour d'autres domaines régaliens de l'État, tels que l'électricité, tels que la santé et bien d'autres domaines encore. Donc aujourd'hui, nous pensons que, en tant que panafricanistes fondamentalistes, que l'Afrique doit comprendre que son destin est entre ses mains. Il appartient à l'Afrique de s'organiser autour d'elle-même, autour de ses hommes, autour de ses moyens, autour de ses matières premières et de ses ressources naturelles. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce que ce que les puissances occidentales convoitent en Afrique, ce sont nos matières premières et nos ressources naturelles.
Mais nous n'arrivons pas à imposer notre puissance justement parce que nous n'avons pas la capacité, n'est-ce pas, de protéger ces matières premières et ces ressources naturelles. Et nous n'avons pas, deuxièmement, cette capacité de les exploiter et de les mettre à la disposition des peuples africains. Donc, c'est pour cela que j'aime souvent lire les travaux de l'économiste Amartya Sen, qui dit que le problème n'est pas toujours de dire que vous avez les ressources naturelles et les matières premières. Encore faudrait-il que vous ayez la capacité, il parle de la capacité à les transformer, à les industrialiser et à mettre à la disposition du peuple la plus-value. C'est ça l'équation aujourd'hui. Et cette équation est davantage plus vraie parce que nous voyons que partout où sévissent les zones de crise aujourd'hui en Afrique, vous allez vous rendre compte que dans ces zones-là, il y a des matières premières et des ressources naturelles. Prenez par exemple le nord du Mali. Le nord du Mali, c'est une zone qui est tellement riche en pétrole, en mines, en or. C'est pour cela que ces puissances occidentales voulaient couper cette partie-là de la contrôlabilité du gouvernement malien. Ce qui est vrai pour le Mali l'est également pour d'autres pays africains. Si vous prenez la RDC, c'est la même chose. L'Est de la RDC, c'est la même chose. Donc, le défi des États africains aujourd'hui, c'est le défi d'asseoir l'autorité gouvernementale sur tout l'étendue de son territoire. D'accord? Partout où le mètre carré de votre territoire se trouve, on doit ressentir là la présence de l'autorité gouvernementale. Parce que c'est ce vide, lorsqu'il y a ce vide-là, c'est ce vide-là qui est souvent instrumentalisé et utilisé par les puissances occidentales pour exploiter ces ressources naturelles et ces matières premières qui s'y trouvent généralement. Donc, aujourd'hui, Assimi Goïta, c'est un haut stratège. Ce qu'il est en train de faire là, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il doit faire pour ramener la paix au niveau du Mali. Vous convenez avec moi que depuis que les puissances occidentales sont quittées de son sol, il y a une nette quiétude aujourd'hui au Mali, ou du moins dans cette zone du Sahel. On n'assiste plus à ces hécatombes mortuaires qu'on voyait quotidiennement de ce côté-là. Aujourd'hui, il y a une nette alchimie qui est en train de s'installer dans cette localité-là. C'est vrai, on ne peut pas dire que la paix est totalement revenue parce que la lutte contre le terrorisme n'est jamais un terminus. Oui. Ça reste toujours un processus, une continuité auquel les États devraient, n'est-ce pas, ici travailler de manière infinitésimale. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il est important d'encourager Assimi Goïta, d'être fier d'Assimi Goïta dans son travail qu'il est en train de mener aujourd'hui du côté du Mali. Et il faudrait que le peuple malien, parce que c'est également l'un des éléments les plus importants qu'il faut mentionner, que le peuple malien reste toujours dans cette dynamique d'accompagnement. Parce que ce que Assimi Goïta est en train de produire comme action aujourd'hui est possible justement parce que le peuple est avec lui. C'est le peuple qui met à la disposition du gouvernement le bon renseignement. C'est le peuple qui accompagne le gouvernement. C'est le peuple qui facilite le gouvernement, n'est-ce pas, sur un certain nombre de domaines. Donc, il ne faudrait pas que ce peuple-là, à un certain moment donné, fléchisse et sombre dans cette instrumentalisation que les puissances occidentales orchestrent souvent, généralement dans leur dynamique de déstabilisation des pays africains. On peut se rappeler de la Libye. C'était la manipulation du peuple. On a laissé croire aux Libyens qu'ils n'avaient pas la liberté d'expression. Et au nom de cela, on a attaqué la Libye, on a détruit la Libye. Et aujourd'hui, la Libye est en train de regretter. Les Libyens regrettent amèrement aujourd'hui parce que la Libye est devenue un État voyou, un État presque inexistant dans le concert des nations. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il importe que nous prenions, n'est-ce pas, conscience de ce que les Occidentaux posent comme action et que nous comprenions qu'il appartient à nous de nous organiser et de prendre conscience que
l'ennemi n'est pas africain, l'ennemi n'est pas le continent africain. L'ennemi reste les puissances occidentales qui veulent toujours nous tenir dans le chaos pour exploiter nos matières premières et nos ressources naturelles. Pour sortir, je dirais tout simplement que Assimi Goïta, en collaboration avec ses deux pairs burkinabés et nigériens, sont dans une très bonne dynamique qui consiste à former une sorte de fédération parce qu'ils ont compris que cette lutte contre le terrorisme dans cette zone géographique mériterait d'être menée de manière collégiale. Parce que l'un des problèmes qui facilitait encore la prolifération et le maintien de ce terrorisme-là, c'était le problème, n'est-ce pas, ici, du droit de poursuite. Le problème, n'est-ce pas, ici, de l'extraterritorialité, où on voyait comment un terroriste chassé au Mali se réfugiait facilement au Niger et avec cette politique, n'est-ce pas, ici, de l'intangibilité des frontières, il était difficile pour ces États-là de pouvoir les pourchasser. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que ces États-là travaillent en collégialité, et ce qui facilite le travail sur le terrain et ce qui met donc en difficulté ces terroristes-là sur le plan, n'est-ce pas, ici, de leur mouvement. Donc bravo, vraiment, je pense que ces présidents-là méritent d'être encouragés. Je pense que c'est une direction à suivre pour les autres États africains qui doivent comprendre que la lutte contre le terrorisme est une chose qui mérite, n'est-ce pas, d'être menée de manière globale. On ne peut pas s'y acheminer de manière isolée parce qu'en le faisant, on est plus vulnérable aux mains de ces puissances occidentales qui travaillent toujours pour que le continent africain soit dans le chaos. Donc vraiment, Assimi Goïta mérite, n'est-ce pas, une autre admiration. Il doit continuer dans ce sens et sortir son pays de ce joug d'exploitation et de domination coloniale auquel les puissances occidentales l'ont soumis depuis plusieurs années. Merci, Dr Sango. Le Mali est dans une dynamique de développement, mais également d'exploitation des ressources minières, des ressources naturelles de son pays. Mais comment y arriver si la sécurité n'est pas au beau fixe? Assimi Goïta a donc mis sur pied plusieurs stratégies avec ses armées, ainsi que ses partenaires étrangers, peut-être comme la Russie, et a décidé du départ des forces armées françaises, ou du moins des forces militaires françaises sur son territoire, mais également de la MINUSMA. Habib Aboubacar Touré, l'on se souvient de ce départ de la MINUSMA qui avait été constaté. Certains campements n'avaient pas été directement donnés aux forces armées maliennes. La MINUSMA avait quitté certains territoires en laissant des matériels qui avaient été récupérés par des terroristes, et bien d'autres choses encore avaient été constatées sur le terrain. Mais le pays continue de subsister. Les forces armées maliennes continuent de tenir le coup. C'est en tout cas ce qui peut ressortir de ce discours d'Assimi Goïta. Peut-on dire, Habib Aboubacar Touré, que ces forces armées maliennes sont sur la bonne voie depuis 2021? Mais d'où alors leur vient cette expertise ou alors ce professionnalisme? Uniquement du président Assimi Goïta, ou on pourrait lier les instructeurs russes également? Alors, je voudrais féliciter en retour le président Assimi Goïta pour son sens de l'honneur, de l'engagement et son patriotisme. Et quand je dis cela, je ne suis pas en train de l'encenser. Il faut regarder en arrière et comprendre d'où vient le Mali, pour comprendre exactement les résultats qui ont été obtenus aujourd'hui, leur sens et leur valeur. Vous savez, l'armée malienne était l'une des plus solides, l'une des plus professionnelles et l'une des plus aguerries de la sous-région. Jusqu'à un passé récent, les Maliens étaient les seuls disposés d'un avion de chasse dans la zone, hérité d'abord du régime de Modibo Keïta, ensuite de Moussa Traoré. Essentiellement, ce sont ces deux régimes-là qui ont contribué à construire, à solidifier, à professionnaliser et à renforcer l'armée malienne. Mais depuis Alpha Omar Konaré, on a observé un abandon de l'outil de défense à l'occasion de ce qu'on a appelé le plan d'ajustement structurel, où les institutions de Bretton Woods disaient à nos États qu'on n'avait pas besoin
d'instruments de défense et qu'il fallait faire des coupes dans les financements de nos armées et de notre sécurité pour aller les investir dans des éléphants blancs, c'est-à-dire des systèmes éducatifs qu'eux-mêmes nous ont imposés et une démocratie bancale qui nous a été imposée par François Mitterrand. Mais de façon plus précise, c'est dans les années 2005 qu'on a commencé la déconstruction de l'armée malienne. On se rappelle encore de toute cette horde de trafiquants et de drogue dans le Sahara malien. On se rappelle du repli des anciens terroristes algériens qui faisaient l'appui et le beau temps au vu et au su des différents pouvoirs maliens dans le Sahara malien, pendant qu'on continuait à abandonner l'armée en termes de recrutement, en termes de formation, en termes d'équipement. Et finalement, on a observé à l'effondrement complet de l'armée malienne en 2012. À partir de mars 2012, quand il y a eu le coup d'État du général Aya Sanogo, l'armée malienne s'est complètement effondrée. Ce sont des casernes entières qui ont déposé les armes et le treillis, parce qu'il faut rappeler que les 3 régions du Nord qui ont été prises en 2012 par d'abord les séparatistes Touaregs et ensuite chassés par les terroristes de l'AQMI, de l'Al-Qaïda et du Moujao, n'avaient jamais combattu l'armée malienne. Ils sont venus prendre les villes sans tirer un coup de feu parce qu'avant qu'ils n'arrivent, les militaires maliens avaient déjà abandonné les casernes avec tout le matériel qu'il y avait sur place, avec tous les plans et toutes les infrastructures qu'il y avait. C'était de façon désordonnée que l'armée avait abandonné le terrain pour la simple raison qu'il y a eu une rupture du chaîne de commandement. Donc, c'était dans cet environnement-là que le président de la transition avait demandé à la France un soutien aérien que la France a fini par transformer après. L'histoire est encore récente en une opération militaire terrestre et on sait ce qui s'est passé durant cette décennie jusqu'à en 2020, en août 2020, quand Dieu a décidé d'envoyer Assimi Goïta et ses autres frères d'armes pour pouvoir reprendre le pouvoir, remettre le Mali sur selle et décider maintenant de reconstruire un nouveau outil de défense. La seule chose qui a changé, c'était d'abord le leadership qu'incarnait Assimi Goïta et ses compagnons d'armes. Ensuite, il fallait aussi reconstruire par un recrutement digne de ce nom. Les décennies dernières, le recrutement était fait à main levée, où il fallait juste que tu amènes ton frère, ton cousin, et on l'insérait dans l'armée sans aucune forme comment je vais dire, de formation ou encore de prérequis nécessaires pour que la personne soit un soldat. Assimi Goïta est arrivé en reconstruisant l'institution. Aujourd'hui, l'armée malienne est une institution de défense et de sécurité, comme cela doit être dans tous les pays qui se respectent. Donc, c'est d'abord de travailler sur les hommes et ensuite, maintenant, de trouver les moyens, les partenaires stratégiques les plus sincères, notamment en l'occurrence ici, la Russie, pour pouvoir s'équiper en termes de matériel, en termes d'armement, en termes de formation aussi et en termes de vecteurs aériens qui allaient permettre à un État aussi vaste que le Mali de pouvoir contrôler toute l'étendue de son territoire. C'est ce travail-là qui a été fait avant que Assimi Goïta décide maintenant de s'assumer en demandant aux forces étrangères qui ont démontré leurs limites, qui ont même démontré d'ailleurs leur collision avec l'ennemi. Parce qu'on a observé que la propension de la menace était concomitante au déploiement de ces forces étrangères. Chaque fois que ces forces étrangères occupaient une nouvelle zone, la menace également
se dissipait dans cette zone. Quand la France, avec l'opération Serval, arrivait au Mali, la menace était encore cantonnée dans le nord. Mais on a observé, avant que Assimi Goïta demande à la force Barkhane, ensuite à la MINUSMA, de quitter son territoire, tout le centre aussi malien a été complètement contaminé par cette insécurité et cette terreur qui est imposée, entretenue par ceux qui étaient censés être nos alliés et nos partenaires pour lutter justement contre cette insécurité. Alors quand Assimi Goïta avait décidé de façon responsable de demander et de justifier cette assertion qui veut qu'on ne sous-traite pas sa sécurité, on coopère avec des partenaires sincères pour pouvoir assurer sa sécurité soi-même, a été démontré en demandant au départ des forces françaises et ensuite de la MINUSMA. Mais ensuite, il y a eu un plan qui a été mis en place pour justement décrédibiliser Assimi Goïta et ses camarades, mais aussi démontrer que l'armée malienne n'était pas capable d'assumer sa responsabilité première, qui est d'assurer la sécurité et la quiétude de son peuple. Mais c'était sans compter sur la volonté et l'engagement et le patriotisme de ceux qui avaient la charge de l'État malien, notamment le colonel Assimi Goïta et ses compagnons, pour pouvoir insuffler aussi cette confiance à la troupe qui était que nous sommes là et nous allons nous assumer, quelle qu'en soit la difficulté de la tâche. Cela a créé, comment je vais dire, cela a fait la différence dans le retour de Kidal dans le giron malien. Cela a fait la différence aussi dans la confiance du peuple en son outil de défense. Parce que quand la demande du retrait de ces forces étrangères là avait été formulée, c'est vrai que tous les peuples du Sahel, au-delà du peuple malien, malgré qu'en ce temps c'était le vendu Bazoum qui dirigeait le Niger, mais le peuple nigérien était solidaire du peuple malien. Donc on se demandait qu'est-ce qui allait se passer concrètement. Surtout quand Bazoum avait décidé de recueillir ceux qui ont été chassés au Mali et de les positionner sur la frontière malienne pour pouvoir continuer les œuvres de déstabilisation et d'agression de l'armée malienne. Mais jamais Assimi Goïta et ses compagnons ne se sont laissés distraire par cette posture complètement irresponsable de Mohamed Bazoum et de ses affiliés. Alors c'est en ce sens-là que je disais tantôt qu'il fallait féliciter le président Assimi Goïta. Ces félicitations-là et ce soutien qu'il apporte à ses forces de défense et de sécurité, c'est aussi une félicitation et un soutien que les peuples d'Afrique doivent témoigner envers sa personne. Si le Burkina Faso, aujourd'hui avec le capitaine Ibrahim Traoré, est en train aussi de déployer ses forces et en train de monter en régime, c'est aussi quelque part grâce au leadership de Assimi Goïta et à la stratégie que ces militaires maliens ont développé dans le nord et dans le centre malien, qui fait que les terroristes, en tout cas ceux qui sont appelés terroristes jusqu'ici, les bandits armés, qui ont été contenus et combattus jusqu'à leur dernier retranchement. Et en cela, le 26 juillet 2023, quand le Niger a rejoint la ligne de ce combat patriotique et souverainiste, les bandits ont été définitivement pris en étau. Et aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question de temps, parce que nos hommes ont les meilleures formations, nos hommes ont le meilleur mental, nos hommes ont le matériel et les outils nécessaires aujourd'hui pour pouvoir assurer leur mission, qui est de défendre l'intégrité territoriale de nos États et permettre d'asseoir réellement une vraie prospérité et un développement avec l'exploitation de nos ressources, qui est en réalité la raison principale pour laquelle nous sommes agressés, parce que d'autres veulent exploiter nos ressources pour s'enrichir et continuer à nous tenir dans l'asservissement, la pauvreté, la misère, pendant que eux s'illuminent, pendant que eux s'alimentent et pendant que eux s'amusent sur le dos de nos ressources. Donc, il faut féliciter encore une fois et il faut reconnaître le travail
extraordinaire qui n'était pas gagné en avance qu'a mené aujourd'hui Assimi Goïta et ses compagnons, aux côtés duquel se tient le gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Choguel Kokara Maïga. Merci Habib Aboubakar Touré. Docteur Sango, l'année 2023 a été marquée par le départ de la MINUSMA, mais également la récupération de Kidal. Une récupération de Kidal alors même que la ville du Nord, ou alors cette localité du Nord, était encore entre les mains des séparatistes et autres terroristes depuis 2012. Est-ce que ce n'est pas là une manière également de prouver au monde et de prouver à l'Afrique que l'armée malienne est totalement en phase avec son président, ce qui ne se constate pas toujours dans tous les pays où il y a un président qui est un chef d'armée, qui est lui-même un homme militaire, une armée où il n'y a pas de dissonance. Est-ce qu'on ne peut pas également constater cela à travers ce travail en 2023? Ah oui, tout à fait, tout à fait. On constate totalement qu'aujourd'hui, le problème au Mali, comme dans beaucoup d'autres pays africains aujourd'hui, on reste cette présence des forces militaires étrangères sur leur sol. Les forces étrangères étaient présentes au Mali pendant plusieurs années, mais le problème de l'insécurité n'était pas totalement vaincu. On voyait bel et bien que cette insécurité-là était plutôt grandissante. On avait la nette impression, et ce n'est même plus la nette impression parce que le Mali l'a démontré sur le plan international à travers certaines preuves, avec cette plainte qu'il a eu à déposer au niveau des Nations Unies, qui démontrait qu'en réalité, ces forces étrangères françaises étaient des adjuvants, n'est-ce pas, du terrorisme au niveau du Mali. Donc aujourd'hui, les choses sont claires. On n'a plus besoin de supporter. On n'a plus besoin, n'est-ce pas, ici, d'imaginer. Aujourd'hui, les choses sont claires. Nous constatons qu'une fois que ces forces militaires-là ont été chassées du territoire parce que identifiées comme étant l'obstacle le plus majeur, le Mali a gagné des points au niveau, n'est-ce pas, du recouvrement de son intégrité territoriale. Oui. Kidal, qui était une zone totalement dangereuse, qui était presque une zone détachée du contrôle du gouvernement malien, est aujourd'hui sous l'autorité du gouvernement malien. Et même ces rebelles qui résistent encore avec le temps, je pense que le gouvernement malien va réussir à les démasquer et à les mettre dans une situation de non-nuisance. Assimi Goïta a compris qu'aujourd'hui, il était important d'impulser des politiques de sécurité tant au niveau interne qu'au niveau international. Parce que le fruit que vous voyez là aujourd'hui, c'est un fruit, n'est-ce pas, bidimensionnel, lié au niveau interne et au niveau international. Au niveau interne, Touré a très bien fait de le rappeler, le président Assimi Goïta a fait un travail, n'est-ce pas, important au niveau de la réforme de l'armée, de la restructuration de l'armée. Parce qu'au sein de cette armée, on avait des personnes qui n'étaient pas aguerries. On avait des personnes qu'on ramassait n'importe où pour venir faire la flagronnerie. On avait des personnes qui n'étaient pas formées. On avait des personnes qui n'avaient pas pour leitmotiv le patriotisme. Vous savez que c'est l'élément le plus important qui doit caractériser l'armée. Et au sein de cette armée, il y avait les fractions. Cette armée-là n'était pas homogénéisée. Cette armée-là était divisée. Et je pense que c'est à partir même de là que le président Assimi Goïta a pris sa responsabilité. Parce qu'il s'était rendu compte que le matériel que le gouvernement, ou alors le matériel qui était censé parvenir aux militaires sur le terrain, ne venait pas à bout parce que ce matériel a été détourné par certains hauts responsables militaires. Donc, il y a ce travail interne que Assimi Goïta a opéré au sein de son armée. Il a réussi jusqu'ici à homogénéiser cette armée et à dresser cette armée-là du point de vue, n'est-ce pas, ici, de la lutte contre le terrorisme. Deuxième chose qu'il a eu à faire et qu'il continue encore à faire, c'est son déploiement au niveau international. Il a compris qu'il était important de chercher des partenaires sérieux qui doivent donner un coup de pouce
à cette armée sur le terrain. Vous avez vu qu'une fois qu'il a chassé ses partenaires belliqueux hypocrites de son sol, il a tendu la main cette fois-ci à d'autres partenaires efficaces tels que la Russie, tels que bien d'autres pays encore, qui, en collaboration avec les FAMA, sont en train de mettre en difficulté les terroristes sur le terrain au niveau du Mali. Autre chose que Assimi Goïta aurait compris, c'est quoi? C'est que il n'était plus important de se laisser distraire par ces accords internationaux, ces négociations que les puissances internationales orchestraient autour, n'est-ce pas, de leur pays. J'ai envie de parler ici des accords d'Alger qui, pour moi, restaient encore un danger si le gouvernement malien restait encore dans cette logique. Donc, on a vu comment Assimi Goïta a dénoncé ces accords-là. Du moins, il a claqué la porte de ces accords-là parce que ces accords-là consistaient tout simplement à maintenir le Mali dans cette situation de statu quo et où il fallait, n'est-ce pas, essayer de collaborer avec les terroristes, où il fallait, n'est-ce pas, essayer de discuter avec les terroristes sur une question qui relève de l'intégrité territoriale d'un État. À partir du moment où on vous impose la discussion avec les terroristes, c'est une façon de les légitimer, c'est une façon de les mettre, n'est-ce pas, ici, dans la gestion, n'est-ce pas, des affaires internes d'un État, alors que ce sont des terroristes. Donc, Assimi Goïta a compris cela, parce qu'il s'est rendu compte que c'était, n'est-ce pas, de la mafia. On a vécu cela dans le passé. Regardez par exemple la Côte d'Ivoire avec les accords de Linus Marcoussi. C'était la même chose où on a imposé à Laurent Gbagbo des rebelles qui sont devenus membres du gouvernement et aujourd'hui qui l'ont renversé à la tête de l'État. Donc aujourd'hui, il faut que les pays africains intègrent la logique selon laquelle si les négociations et les traités restent des instruments importants dans la logique de collaboration et de coopération avec les États sur le plan international, ils ne doivent pas perdre de vue qu'en réalité, aujourd'hui, au nom des intérêts des États, ces instruments-là ont été galvaudés et instrumentalisés. C'est pour cela que je dis souvent que, en tête des grandes missions de la négociation comme des traités, figure généralement la configuration des rapports de force, d'ambition et de rivalité présents et prévisibles sur la scène internationale. C'est au moment où vous êtes sur la table de négociation que les ambitions se définissent, que les rivalités naissent et que les desseins de déstabilisation se nouent. Aujourd'hui, Assimi Goïta a compris cela en tant que haut stratège et ça a participé donc à produire le fruit que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui sur le terrain. Donc, le résultat que nous sommes en train de voir là sur le terrain n'est pas ex nihilo, c'est la configuration d'un certain nombre d'actions, la coordination des politiques au niveau interne et au niveau international. Donc aujourd'hui, il faut savoir que, Madame Cassandra, il faut savoir que le terrorisme aujourd'hui en Afrique, s'il ne peut pas être éradiqué totalement, il peut être réduit à sa nette mesure. Parce que les États africains peuvent, si les États africains l'intègrent, ils peuvent, n'est-ce pas, ici comprendre que ce terrorisme-là s'est maintenu en Afrique jusqu'ici parce que certains Africains se sont livrés comme étant des bases arrières de déstabilisation contre d'autres pays africains. Regardez par exemple la coordination des politiques qui sont en train d'être menées aujourd'hui par les États de l'AES. Ils ont coordonné leur action parce qu'ils ont compris que nul ne peut être en sécurité tant que l'autre continue encore à abriter les bases militaires et étrangères. Et je pense que cet idéal type de fonctionnement, d'analyse et de politique que nous sommes en train de voir au niveau de ces États de l'AES peut être agrandi au niveau régional et voire même au niveau sous-régional pour que les pays africains intègrent la logique selon laquelle la lutte contre le terrorisme devrait être un phénomène global, un phénomène collégial. Il ne faudrait pas qu'au moment où certains États, n'est-ce pas, chassent les bases militaires de leur pays, de leur territoire, que d'autres États africains les hébergent. C'est ça le problème aujourd'hui.
Et c'est ça l'équation que nous devons résoudre aujourd'hui. Et c'est là où la situation doit être décliquée. Parce que tant que certains États africains continueront d'abriter sur leur territoire les bases militaires étrangères, le terrorisme va toujours se maintenir au niveau africain. Donc aujourd'hui, nous voyons que les États de l'AES, du moins, se sont constitués dans la logique de se protéger, de ne plus subir de manière infinitésimale ce terrorisme-là à n'importe quel moment. Et cette protection-là est davantage importante parce que ça va permettre à ce que ces États-là, au moins, impulsent cette fois-ci les politiques économiques de développement. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas en sécurité, toute votre attention, tous vos moyens sont orientés vers la lutte contre le terrorisme. Et vous n'avez plus une logique de développement. La population est misérable, la pauvreté est grandissante. Quel est donc cet État-là, ou alors quel est ce continent-là qui va passer tout son temps à lutter contre le terrorisme, alors que les populations ont des besoins aussi importants? Donc je pense que nous devons prendre conscience de cette situation qui nous caractérise aujourd'hui pour comprendre que c'est l'ambition des pays occidentaux de tenir les Africains dans cette lutte infernale contre le terrorisme pour les désorienter des préoccupations économiques pourtant importantes pour le devenir des pays et des nations. Donc voilà comment il faut lire aujourd'hui l'actualité dans ces pays de l'AES et fondamentalement au sein du Mali. Le Mali aujourd'hui est dirigé par un stratège, un leader, et c'est encore un des éléments qui montre que aujourd'hui l'Afrique a besoin également d'un leadership nouveau. Parce que l'un des problèmes des pays africains aujourd'hui, c'est que ce continent a été porté et dirigé par des leaders qui n'ont rien compris, des leaders passéistes, comme j'ai souvent l'habitude de dire, des leaders qui ont été, n'est-ce pas ici, émaillés, caractérisés, empêtrés par l'idéologie coloniale occidentale. Parce qu'il faut le rappeler qu'au sorti des indépendances en 1960, les dirigeants qui ont été, n'est-ce pas ici, portés à la tête des États africains, étaient des dirigeants totalement envoyés, soudés et supportés par la communauté internationale. Ils n'avaient pas d'autre rôle que de maintenir la politique néocoloniale à l'intérieur des États africains. Et vous convenez donc avec moi que 60 ans aujourd'hui après, il est donc important de penser, ou si vous voulez, de repenser un nouveau leadership africain qui sera porté par des panafricanistes, par des hommes aguerris, des hommes visionnaires qui pourront, n'est-ce pas ici, impulser le devenir des États africains. Et c'est en cela que l'association Kepler, dont je suis vice-président, est une opportunité pour les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des panafricanistes au sein des communes, on a besoin des élus panafricanistes au sein des parlements, des élus panafricanistes au sein des gouvernements et même, pourquoi pas, au niveau des États africains qui pourront, lorsqu'ils seront confrontés à ces réalités-là, prendre des décisions à l'avantage du continent africain. Donc, cette association-là est ouverte à tous les Africains, où qu'ils se trouvent. Il faut qu'ils nous rejoignent pour qu'ensemble, nous essayons de penser une nouvelle Afrique adossée sur les intérêts de ses enfants. Merci Dr Sango Habib Boubacar Touré. Après la récupération de Kidal, s'en est suivi la dénonciation ou alors le retrait du Mali de l'accord d'Alger, mais il restait aussi Habib Boubacar Touré certains défis sur le territoire malien, à savoir dans le nord, par exemple accentuer la légitimité du pouvoir de ce côté, travailler au retour également des populations, que ce soit à Gao ou encore du côté
de Kidal. Plusieurs défis, en tout cas, attendaient le gouvernement de ce côté. Pensez-vous aujourd'hui, Habiba Boubacar Touré, que le gouvernement d'Assimi Goïta a réussi, même si ce n'est pas la totalité, à mettre en place ces différents défis, a réussi à mettre en place, en tout cas, ces différentes politiques qui permettent aujourd'hui au gouvernement d'avoir le total contrôle sur cette partie nord du pays et sur les populations qui y résident? Je pense que lui-même, le colonel chef de l'État, Assimi Goïta, a rappelé à ses forces de défense et de sécurité à l'occasion de cette cérémonie qu'il ne faut pas que les victoires engrangées en 2023 soient aussi une raison de lâcher la pression sur l'ennemi. Parce que le travail, il est entamé, il est mené, mais le travail est très loin d'être parachevé. Sur la question de la légitimité du pouvoir de Assimi Goïta ou même de la légitimité de l'État central malien au niveau de ces régions du Nord, je pense que la décennie dernière sous laquelle les populations ont vécu sous la terreur et aussi l'absence de projets politiques et sociaux de développement de ces groupes armés avait fini par démontrer la nécessité pour ces populations-là de rester dans un État unitaire malien fort qui peut réellement travailler à amener des infrastructures sociales et des infrastructures de développement au niveau de ces régions. Tous les investissements sociaux qui ont été déployés par l'État malien dans les premières années de l'indépendance jusqu'aux années 2000 ont été détruits et ont été compromis par cette menace ou ces groupes armés qui ont été sponsorisés et entretenus par la France dans le nord malien. Je vous prends juste l'exemple de la route entre Mopti et Gao, qui est un héritage de Moussa Traoré et qui a été complètement aujourd'hui détruit. Ne dit-on pas que la route, c'est le développement? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui exprimer sa volonté d'aider, d'accompagner un partenaire et de détruire le minimum qui peut réellement apporter cette prospérité à laquelle les populations s'attendaient. Donc, sur la question de la légitimité, le pouvoir de Assimi Goïta et le pouvoir central malien ne souffrent d'aucune légitimité au niveau du territoire malien dans son ensemble, puisque jusqu'ici, c'est le nord qui a été comment je vais dire, le territoire sur lequel la légitimité de l'État central était discutée. Sur la question du retour de l'ensemble du territoire malien entre les mains du pouvoir central, ça aussi c'est une réalité aujourd'hui. Il n'y a pas un seul mètre carré où les militaires maliens ne peuvent plus s'y rendre. Il y a encore des endroits où la menace reste d'actualité, où l'ennemi est devenu aujourd'hui complètement désespéré au point de poser des actes de sabotage et des actes de désespoir, comme on a pu le voir avec l'attaque du bateau au niveau de Gourma-Rarous, qui est le symbole même du désespoir et du désemparement de l'ennemi, qui se met aujourd'hui à faire des actions comment je vais dire, médiatiques, le coup médiatique aussi fort que celui-ci, pour pouvoir continuer à rester dans la tête des populations et garder cette terreur-là autour de ces populations. Mais ce qui est sûr, avec aujourd'hui la configuration géopolitique et géostratégique qui a été mise en place à travers l'Alliance des États du Sahel, la question de l'assainissement total et du retour de la paix et de la sécurité dans cette zone n'est plus qu'une question de temps. La stratégie, elle est adaptée, les matériels nécessaires et les hommes sont là avec le moral qu'il faut pour pouvoir permettre à ce que cette zone qui a connu plusieurs années de prospérité, cette zone qui est extrêmement riche, toutes les richesses convoitées par les puissances occidentales sont présentes dans cette zone. Donc, même la question de la monnaie, qui reste encore aujourd'hui d'une actualité récurrente, si aujourd'hui l'AES veut aller vers la création de sa propre monnaie, le métal le plus prisé, celui qui va permettre d'assurer la garantie de cette monnaie, c'est l'or. Et cette zone est extrêmement riche
en termes aurifères sur la question des 3 frontières où le Niger, le Mali et le Burkina partagent une zone extrêmement riche en minéraux rares, en cobalt, en terres rares, ainsi de suite. Tout ce qui fait fonctionner aujourd'hui l'économie mondiale. En ce sens, nous avons confiance, nous avons foi en ce que le président Assimi Goïta et ses deux compères de la sous-région, notamment le colonel, le général Abdraman Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré sont en train de développer pour pouvoir ramener la paix, la quiétude, le seul gage pour pouvoir travailler maintenant à développer nos États et à rendre cette région extrêmement riche, aussi prospère, en tout cas au moins au niveau et à la hauteur des richesses dont nous regorgeons dans la sous-région. Merci à vous Habib Aboubacar Touré, merci également au docteur Sango pour vos avis et votre analyse apportée sur cette première thématique. On va marquer une courte...